Bonjour, donc nous voici dans le studio de création de l'Université de Sherbrooke pour cette 6e édition de Robots en Senteur. Donc notre objectif va être de vous donner des conseils et des idées pour cette édition 2020 de la compétition First Robotics Recharge Infinie. Donc nous allons continuer avec quelques petits conseils. Ces conseils sont inspirés de la vidéo ci-bas que vous pouvez trouver ici de 1678. Donc le premier conseil, c'est d'avoir un robot le plus simple possible. Donc, d'avoir le moins de mécanismes possible pour faire une seule action, d'avoir le moins de degrés de liberté possible, d'avoir un centre de gravité le plus bas possible, et puis si vous avez à avoir un mécanisme qui sort du robot, bien, vous assurez qu'il soit le plus robuste possible. Donc, il y a beaucoup de contacts dans le jeu, donc on va vous assurer que soit que ça soit assez rigide pour pas que ça brise ou que ça soit flexible. Ensuite, deuxième chose, c'est d'étudier les anciennes compétitions. Donc, la compétition de 2012, c'était du lancer de ballon, un peu plus gros que ce qu'on a vu en ce moment, mais assez semblable. Puis 2016, qui était aussi un lancer de ballon en mousse. Au niveau du grimpeur, la compétition de 2016 était aussi assez semblable là, avec la barre rigide qu'il fallait aller atteindre. Donc, allez voir ce que les équipes ont fait dans ces anciens défis-là. Au niveau de la base pilotable, donc, pour cette année, là, assurez-vous d'aller avec une base pilotable la plus simple possible. Donc, un tank drive, ça va vous permettre de vous concentrer sur les mécanismes et les sous-systèmes du robot pour mettre le moins de temps possible là-dessus, et c'est ça qui va vous faire gagner. Donc, le quatrième point, il s'agit de choisir le bon actionneur. Donc, on parle ici d'un moteur versus un piston pneumatique. Donc, le moteur peut être intéressant pour des actions répétitives, puisqu'il n'y a pas la limite d'air que le piston pneumatique va avoir. Par contre, la pneumatique peut être intéressante là, parce qu'elle est plus légère, plus compacte et permet d'être installée plus facilement. Le cinquième point, c'est le cycle de jeu des pièces. Donc, il s'agit de penser là, vraiment au cycle complet de la pièce, du début jusqu'à la fin, donc du ramassage jusqu'au lançage. Donc, c'est sûr que si on avait beaucoup de temps pour optimiser le lanceur, mais que le ramasseur a beaucoup de difficultés, bien, le cycle complet vient être ralenti, donc c'est pas intéressant. Le sixième point, c'est d'avoir un ramasseur actif. Donc, quand on dit un ramasseur actif, c'est un ramasseur qu'on peut activer avant de se rendre jusqu'à la pièce de jeu. Donc, ça nous permet d'être plus rapide et plus efficace puisque le pilote n'a pas besoin de s'aligner et être rendu à la pièce pour activer son ramasseur. Le septième point, c'est la propreté de l'électronique et de la pneumatique. Donc, s'assurer de faire ça avec minutie, ça peut sauver des gros problèmes en compétition. Donc, prendre bien le temps de faire ça là, à la fin de la fabrication. Puis, cette année, le bagging day n'est plus. Donc, ça va venir affecter vos cédules et vos échéanciers. Donc, s'assurer de quand même se garder là, un bon temps là, de tests et de pratique. Surtout cette année, le pilote va avoir beaucoup de flexibilité pour faire ces cycles. Donc, ça va être important là, d'avoir quand même beaucoup de pratique à ce niveau-là. Bon, maintenant, on va vous parler de la stratégie pendant la partie. Donc, premièrement, on commence avec la période automatisée. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut avancer, tirer des ballons ou ramasser des ballons. Nous, on vous suggère fortement de au moins avancer parce que ça fait 5 points juste se déplacer de façon autonome. Ensuite, le problème avec tirer les ballons, les cellules d'énergie dans le but, c'est qu'il y a seulement un but. Donc, le danger, c'est qu'il ne faut pas que les robots de la même alliance rentrent dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est soit avoir des capteurs comme un sonore pour automatiser le processus pour ne pas rentrer dans un autre robot. Sinon, juste avancer et attendre après le 15 secondes pour tirer les ballons dans le but. Pendant cela, vous pourriez aller ramasser les ballons qu'il y a sur le terrain au centre, ceux qui sont déjà par terre pendant le 15 secondes. Donc ensuite, en mode téléopéré, il y a 3 types de points qui peuvent être faits. Donc les premiers points, c'est avec les cellules d'énergie que je vais appeler ballons. Donc on essaie d'estimer combien de cycles un robot moyen pouvait faire. Donc un cycle, ça se sépare en 4 étapes. Donc la première étape, c'est de ramasser les ballons. Ensuite, c'est de se diriger vers la zone de tir, de tirer, puis de revenir vers la zone de ramassage. Donc, on a estimé qu'un cycle, ça se faisait avec 5 cellules d'énergie. On a essayé en bas avec une base HandyMark pour savoir combien de temps ça prenait de traverser 50 pieds, donc la longueur du terrain, en ligne droite, c'est 5 secondes. Donc, si on estime qu'il va y avoir de la défense et que le trajet ne sera pas nécessairement linéaire, on peut estimer que
Ça va prendre 10 secondes de traverser le terrain. On s'est réservé un 17 secondes grimpé. Ce qui nous amène à estimer que pour un match de 2 cycles, le robot aurait 20 secondes pour venir se positionner et ramasser, ainsi que 20 secondes pour venir se positionner et tirer à chaque cycle. Ce qui est quand même réaliste. Pour 3 cycles, on parle plutôt d'un temps de 10 secondes pour venir ramasser le ballon, puis tirer le ballon. Ce qui commence à être un peu plus serré dans le temps. Donc, c'est encore faisable. Quand on va à 4 cycles, ça laisse un temps de 5 secondes pour venir ramasser et 5 secondes pour tirer. C'est relativement serré dans le temps. La manière d'accélérer ça, serait de ramasser directement ici. Donc, ne pas faire l'aller-retour, puis ramasser directement ici. Si on veut se rendre à 3 niveaux pour être capable d'obtenir le point de classement associé à cela, on a besoin de tirer 49 ballons dans les buts. Ce qui correspond, si on rentre aucun ballon autonome, à 10 cycles de 5 ballons. Donc, si on regarde un match normal de 3 robots, on aurait 2 robots qui feraient 4 cycles et un robot qui ferait 2 cycles, en plus de venir tourner la roulette. C'est relativement complexe à atteindre, selon nous. Raison pourquoi on pense que les points associés à la grimpe en fin de partie sont très intéressants. On va y revenir tantôt. Si je reviens un peu sur le trajet qu'on vous a montré ici, on a décidé de faire un trajet qui passerait sous la fameuse roulette. L'objectif étant d'être protégé quand on traverse cette zone-là et venir limiter la défense possible. Donc on a un robot qui va être plus petit que 28 pouces. Finalement, on a décidé de venir tirer en s'accotant directement sur le mur, ce qui permet de faciliter le travail pour le pilote du robot, en pouvant venir s'accoter directement sur le mur. Par contre, ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de tirer les ballons dans le port interne. Toutefois, c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire. Donc, la deuxième façon de faire des points dans la partie téléopérée, c'est avec le panneau de contrôle, la roulette. Donc, il y a 3 niveaux avec le panneau de contrôle. Le premier est atteint quand 9 balles sont rentrées dans les buts et que la période automatique est terminée. Ensuite, pour finir le deuxième niveau, on doit rentrer 20 balles de plus dans les buts, donc 29 balles au total, ce qui nous permet de tourner le panneau de contrôle ou la roulette pour avoir 10 points de plus. Donc, pour le deuxième niveau, c'est le contrôle de rotation. Donc, il doit faire entre 3 et 5 tours complets de la roulette pour avoir ces 10 points-là et passer au troisième niveau. Ensuite, pour le troisième niveau, il faut lancer 20 balles de plus, donc 49 balles, et ensuite tourner la roulette pour le contrôle de position, que la couleur va vous être donnée au moment où vous y êtes rendu. Et cela vous donne 20 points. Si vous arrivez à finir le troisième niveau, donc 49 balles et 2 contrôles de position du panneau de contrôle, ça vous donne 1 point de classement. Par contre, on pense que ça va prendre beaucoup de temps et ça va être vraiment difficile d'y arriver. Donc, c'est pas une stratégie prioritaire, contrairement au grimpage de la fin. Aussi, comme on a mentionné plus tôt, nous, notre concept, c'est que le robot passe en dessous du panneau de contrôle pour traverser le terrain. Puisqu'on passe en dessous, comme mentionné dans le jeu, la palette est visible et atteignable en dessous. Donc, nous, on la ferait bouger par en dessous. Donc, pas obligé de faire un robot plus haut pour la tourner. On pourrait juste la faire tourner en dessous de la table et voir les couleurs aussi. Maintenant, la troisième façon de faire des points, donc la fin de partie, c'est avec le grimpage. Un robot qui est grimpé sur la barre, c'est 25 points. Si on compare ça au cycle qu'on a parlé plus tôt, un cycle, par exemple, si on lance la balle au deuxième niveau, c'est 2 points par balle. Donc, si on pense faire 3 cycles pendant la partie, c'est 30 points, mais juste grimper, 25 points. Selon nous, c'est vraiment la stratégie à priorité, grimper. Ensuite, pour faire encore plus de points, si les 3 robots sont agrippés, ça fait 75 points. Pour avoir le point de classement, ça prend juste 65 points. Donc, ce serait l'idéal que les 3 robots de l'Alliance soient grimpés sur la barre. Par contre, pour avoir le point de classement, on peut aussi avoir 2 robots qui font balancer la barre. Donc, c'est aussi faisable, mais c'est un peu plus risqué parce que les robots ont des poids différents et ils peuvent aussi glisser lorsque la barre est en manque. Finalement, si vous n'arrivez pas à monter, mais que vous finissez dans la zone du point de rendez-vous, ça va quand même un 5 points. Donc, laissez faire les balles, à la fin, allez directement là.